Alors, on va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue au dévoilement des résultats de l'étude DGTL édition 2026 qui observe les comportements et les préférences des utilisateurs canadiens et américains en ligne et sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on va vous présenter des dizaines d'insights organisés sous 5 chapitres et qui, on l'espère, vont alimenter vos réflexions pour vos stratégies à venir. Avant qu'on commence, je vais partager quelques petits détails pratiques sur le déroulement du webinaire. Donc, on va être ensemble pour environ 1 heure. Il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, le chat est désactivé, mais vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans l'onglet Q et R ou Q&A si votre Zoom est en anglais. Vous allez aussi recevoir une copie complète de l'étude par courriel dans les heures qui suivent le webinaire. Vous allez aussi avoir le lien pour réécouter ce webinaire-là en rediffusion. Oui, merci, Caro. Donc, cette année, on est vraiment fiers de compter sur l'Association canadienne des annonceurs comme partenaire de l'étude DGPL 2026. Donc, il y a un fit naturel en cette recherche et la mission de l'ACA qui consiste à appuyer les annonceurs en leur fournissant des informations essentielles, des outils et une voix forte pour les aider à mieux performer. Donc, on est heureux de collaborer avec l'ACA et de constater que les données de l'étude sont pertinentes aux annonceurs canadiens. On est super content de les avoir cette année avec nous. Alors, avant de plonger dans les résultats, je vais vous présenter les visages derrière les voix que vous entendrez aujourd'hui. Donc, je suis Caroline Fortin, chef d'équipe contenu chez Léger Digital. J'ai eu le plaisir de rédiger cette édition de l'étude en collaboration évidemment avec mes collègues à la stratégie et à la recherche. Je suis accompagnée de Boris Hume, vice-président stratégie et développement des affaires, et Amélie Berriot-Poirier, vice-présidente adjointe stratégie et consommation chez Léger. Je vais aussi prendre un moment pour rappeler pourquoi est-ce qu'on fait cette étude année après année. Chez Léger Digital, on est convaincu que les meilleures stratégies naissent là où les données rencontrent l'intuition créative. Cette étude, c'est notre façon de mettre entre vos mains des données concrètes et actuelles pour nourrir vos réflexions, valider vos intuitions ou parfois les bousculer un peu. On ne prétend pas livrer des réponses toutes faites, mais on veut offrir des repères solides pour comprendre les usages, les attentes, les perceptions sur les médias sociaux. Cette année, ce qu'on observe, c'est une certaine stabilité, des tendances qui s'installent, des comportements qui se confirment. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça donne confiance pour bâtir des stratégies claires, ciblées et assumées. Donc, j'espère que vous avez hâte de découvrir le contenu avec nous en passant. Amélie, est-ce que tu peux nous dire qui qu'on a sondé cette année pour répondre à l'étude? Oui, donc cette année, on a sondé 4 561 personnes de 16 ans et plus pouvant s'exprimer en français ou en anglais. On parle d'environ 3 500 personnes au Canada et de 1 000 personnes aux États-Unis. On a collecté les données au printemps 2025, puis les données sont vraiment représentatives là, de la population générale de 16 ans et plus dans les deux pays. Petit fait important à mentionner, dans la présentation d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les données canadiennes. Mais sachez que dans le rapport qui va vous être partagé suite au webinaire, on retrouve quelques constats clés sur les habitudes numériques des Américains, notamment des différences qu'on observe là, au Canada versus aux États-Unis. Vous allez voir aussi dans le contenu qu'on va vous présenter aujourd'hui qu'avec plus de 3 500 personnes au Canada, on a vraiment pu creuser les habitudes numériques là, sous tous leurs angles, parmi différents groupes d'âge, parmi les hommes, parmi les femmes. À titre indicatif, chez Léger, on sonde habituellement environ 1500 personnes pour évaluer les intentions de vote. Donc, avec un échantillon plus de 2 fois plus grand, ça nous donne vraiment un beau terrain de jeu, je dirais, en termes d'analyse. Mais sans plus attendre, on va passer aux résultats de l'étude. Caroline. Ben oui, puis évidemment, on pouvait pas commencer notre étude, le webinaire, sans parler de notre grand tableau classique qui montre la proportion des Canadiens ayant un compte sur chaque plateforme. Donc, je le sais, c'est quand même beaucoup d'informations là, sur cette slide-là. Je peux vous l'expliquer rapidement pour vous montrer grosso modo ce que vous voyez. Donc, si on regarde juste le premier tableau qui est à gauche, ce que vous voyez là, dans la première colonne, c'est la liste des plateformes disponibles. Ensuite, dans les colonnes grises, c'est les totaux
du nombre de Canadiens qui ont les proportions de Canadiens qui ont un compte sur chacune de ces plateformes-là. Donc, on a les chiffres pour cette année et on a la comparaison avec l'année passée. Puis ensuite, le reste des colonnes, c'est le détail par genre et par tranche d'âge. C'est la même chose c'est le même principe pour le tableau qui est à la droite, mais pour les applications de messagerie au lieu des plateformes. Et ce qu'on voulait surtout montrer ici, c'est surtout que nos tableaux de référence sont toujours là cette année et ça nous permet de suivre l'évolution d'une année à l'autre. Il y a quand même quelques petits éléments qui valent la peine d'être soulignés. Donc, Facebook reste en tête en termes de proportion de Canadiens qui ont un compte. TikTok poursuit sa progression, confirmant qu'elle est là pour rester avec une présence solide, surtout chez les jeunes. X continue de reculer dans l'ensemble des groupes d'âge, alors que Threads gagne du terrain. Et finalement, cette année, on a ajouté 2 nouvelles venues avec Blue Sky, qui entre doucement dans l'écosystème social, et WeChat, qui prend de l'ampleur dans certaines communautés. C'est bien de savoir sur quelle plateforme les Canadiens ont un compte, mais est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Donc ici, c'est notre deuxième grand tableau de référence qui revient cette année. Ici, on parle d'un usage d'au moins une fois par jour, donc c'est-à-dire que c'est quand même une plateforme qui fait réellement partie du quotidien. Et c'est là qu'on voit des écarts assez intéressants. Si on regarde Facebook, par exemple, oui, il reste en tête en termes d'usage quotidien aussi, avec 62% au global. Mais quand on regarde les 16-24 ans, c'est seulement 42% qui l'utilisent au moins une fois par jour. Donc, c'est encore plus clair ici que les jeunes continuent de délaisser Facebook. On ouvre officiellement la première grande section, donc l'utilisation des plateformes, avec une idée toute simple mais importante. Le scroll reste un automatisme. On visite les réseaux sociaux encore un peu par réflexe, mais on sent aussi une fatigue numérique croissante. Et donc, derrière ce geste automatique, il y a souvent un besoin plus profond, parfois peut-être inconscient, de consommer du contenu qui informe, connecte ou fait réfléchir. On va voir ça d'un peu plus près. Donc, Facebook. Sur Facebook, l'interaction avec du contenu est relativement faible, toute tranche d'âge confondue. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais quand même, c'est les 45 ans et plus qui sont le plus susceptibles de le faire. Donc, après plusieurs années pour les marques à bâtir une présence sur la plateforme, les marques se retrouvent justement avec une audience fidèle, mais qui ne reflète plus nécessairement les cibles actuelles. Donc, on le sait, ça fait un petit pincement au cœur après avoir mis autant d'efforts, mais ça mérite quand même une réflexion. Est-ce qu'on doit rester et engager avec les audiences qu'on sait qui sont vieillissantes ou plutôt mettre temps et énergie sur d'autres plateformes? Évidemment, on n'a pas la réponse. La réflexion vous appartient en fonction de votre marque, vos objectifs, vos ressources. Puis il y a aussi d'excellents exemples, je tiens à dire, de marques qui réussissent à tirer leur épingle du jeu sur Facebook, même en ciblant les cibles plus jeunes. Alors que ça prouve qu'avec une bonne stratégie, avec du temps puis même un petit peu d'amour, Facebook peut quand même avoir sa place dans vos communications. Du côté d'Instagram, maintenant, ce qu'on remarque beaucoup, en fait, c'est sûr qu'au global, l'usage reste plutôt passif. Donc, toute tranche d'âge confondue, les 3 raisons principales pour aller sur Instagram, c'est suivre des proches, regarder des stories et parcourir son fil d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les 16-24 ans, encore une fois, qui sont quand même plus enclins à utiliser Instagram de façon plus engagée. Et c'est beaucoup dans les DMs que ça se passe. Donc, avec 39% des jeunes qui disent utiliser Instagram principalement pour envoyer des messages privés, qui est quand même une hausse significative là, par rapport à l'année dernière. Ici, je tiens à dire un petit coucou à mon ami qui m'envoie à peu près genre 8 Reels par jour sur Instagram. J'adore ça. C'est toujours très représentatif de qui je suis, de qui on est. Ça me fait toujours rire ou réagir à la fin de la journée. Et ce réflexe-là d'aller vers les DMs, ça cadre bien avec ce qu'on sait de la plateforme elle-même actuellement, à savoir que l'algorithme se base principalement sur des signaux comme les partages, les enregistrements et les commentaires pour déterminer la présence d'un contenu. Puis ici, je tiens à dire que c'est pas de l'info qu'on sait grâce à notre étude des GTL, vu qu'on sont des humains. C'est vraiment de l'info qu'on sait, là, tout ce qui est par rapport à l'algorithme, par notre expertise en médias sociaux, mais aussi c'est souvent des informations qui sont partagées par les porte-paroles d'Instagram. Si vous étiez avec nous l'an dernier,
Vous vous rappelez peut-être qu'on se demandait est-ce que TikTok va réussir à maintenir sa place dans un contexte un peu flou? Il y avait des discussions de bannissement aux États-Unis. Force est de constater que la plateforme poursuit bel et bien sa progression. Donc, cette année, il y a 23 des Canadiens qui l'utilisent tous les jours, une hausse de 3 points de pourcentage par rapport à l'année passée. Parmi les utilisateurs, ce sont les 16-24 ans qui sont le plus susceptibles d'interagir sur TikTok. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'en général, ce qu'on remarque, c'est que les 16-24 ans sont vraiment plus silencieux sur les réseaux sociaux. Ils vont rarement commenter, aimer le contenu. Donc, cet insight-là, il pourrait être très encourageant pour une marque qui voudrait, par exemple, travailler sa notoriété, sa crédibilité, avoir une communauté engagée auprès de cette tranche d'âge-là. Ce qu'on remarque aussi par rapport à TikTok, c'est que les usages mûrissent. 35 des utilisateurs visitent TikTok pour passer le temps, une diminution significative par rapport à l'année dernière où on était à 40. Ce que ça suppose, c'est qu'on ouvre TikTok sans raison précise. C'est quand même la raison principale d'ouvrir TikTok encore cette année, mais l'utilisation plus intentionnelle reste stable, notamment chez les 16-24 ans, avec 28 des utilisateurs qui s'y rendent pour apprendre des choses, visionner des tutoriels. Donc, c'est l'écart entre l'usage passif, donc pour passer le temps, et l'usage plus intentionnel qui se réduit. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les marques qui ont un message à transmettre parce qu'il devient de plus en plus clair que TikTok n'est pas réservé uniquement au divertissement pur et dur. Il y a aussi de la place pour du contenu utile, informatif, bien pensé. Boris, du côté de YouTube, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui retient notre attention cette année? Oui, absolument, Caroline. S'il fallait résumer YouTube en un mot, ça serait polyvalence, hein. On dit souvent que YouTube remplace la télé, mais en réalité, son usage va bien au-delà d'une consommation passive. En plus de regarder des émissions ou des documentaires, les gens ils l'utilisent pour apprendre des tutoriels, écouter de la musique, consulter des critiques de produits, consulter des balados. Donc, autrement dit, YouTube, c'est pas juste un canal de divertissement, c'est une plateforme profondément ancrée dans nos habitudes numériques où les utilisateurs sont actifs et engagés. Donc, pour les marques, là, c'est vrai, il y a une véritable opportunité car YouTube, là, ça vous permet de travailler toutes les étapes du parcours client, là, avec des contenus, de la pub, travailler la notoriété, la considération, la conversion. C'est super intéressant comme plateforme. Donc, enfin, il faut noter que YouTube, là, c'est davantage utilisé par les hommes. 50 l'utilisent à chaque jour, contre 33 des femmes. Donc, pour les marques, là, c'est quand même une occasion assez unique là, de rejoindre une cible plus souvent difficile à atteindre ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui. Autre élément clé à ne pas négliger, ben, c'est la crédibilité. Les médias traditionnels restent toujours là, la source en tête au niveau de la crédibilité. Donc, on parle des journaux, de la radio, des sites de nouvelles. Mais ce qui attire vraiment l'attention cette année, c'est que YouTube, ben, il arrive juste derrière. Il se positionne comme le réseau social le plus crédible devant même LinkedIn. Donc on l'a vu, là, YouTube, là, c'est une plateforme très utilisée et perçue comme crédible. Mais le vrai défi là, pour les organisations, c'est maintenant de se doter des outils d'une stratégie, de processus clairs là, pour produire des contenus vidéo à une bonne fréquence, des contenus qui vont informer, engager, puis qui vont réellement refléter là, l'expertise de l'organisation. Parlons de Reddit. Reddit, c'est la plus grande plateforme de discussion en ligne. Ce qui la caractérise, là, c'est qu'elle est 100% alimentée par ses utilisateurs. Euh, c'est eux qui publient, commentent et font vivre les communautés, les subreddits. Ce qu'on apprend, c'est que les utilisateurs s'y rendent surtout pour chercher des informations, des solutions précises, explorer des communautés selon leurs intérêts, demander ou partager des expériences personnelles. Ben, autrement dit, le Reddit, c'est un véritable laboratoire de conversation brute et sans filtre. On observe comment les gens parlent d'un sujet, quels mots ils utilisent, quelles sont leurs préoccupations. Donc, ça peut vraiment devenir une plateforme vraiment intéressante pour mieux comprendre vos clients et vos cibles, saisir leurs motivations, puis même peut-être anticiper leurs besoins en captant des insights terrain là, assez précieux. Donc, après avoir vu comment les Canadiens utilisent Reddit, là, on va maintenant voir avec Amélie, là, c'est quoi un peu la perception globale là, qu'ils ont du web.
Oui, puis un paradoxe important quand même, à nommer ici, même si on voit que les intentions sont plus définies, les repères sur le web ont tendance à devenir de plus en plus flous. Dans l'étude de cette année, on voit qu'il y a 57 des répondants qui disent avoir du mal à distinguer le vrai du faux sur les plateformes numériques. Et on voit ici à l'écran que c'est une tendance qui est à la hausse depuis le lancement de notre étude DGTL. Donc, à la première édition, on était à 45. Cette année, 57 qui nous disent avoir de la difficulté à distinguer le vrai du faux. La frontière est vraiment plus floue que jamais. Puis, ça peut paraître drôle à dire, mais on était quand même, content en fait de voir cette donnée-là, dans un sens parce qu'au moment de poser la question dans le sondage, on se disait toujours: «Peut-être que les gens réalisent pas vraiment, que qu'est-ce qu'ils voient, c'est parfois faux, donc peut-être qu'on va avoir plein de gens qui vont nous répondre: "Ben, non, moi j'ai pas du tout de problème, à faire la différence", en ayant l'impression que certaines faussetés qu'ils lisent sur internet sont vraies». Mais non, on a quand même, 57 des gens qui ont cette lucidité-là, cette conscience-là par rapport au contenu sur le web. Donc, qui naviguent avec une certaine prudence et même qui commencent à utiliser les réseaux sociaux de façon un peu plus consciente, un peu plus responsable. C'est sûr que c'est une méfiance qui pourrait s'expliquer en partie par l'accélération de l'intelligence artificielle, de l'IA, la prolifération aussi de la mésinformation, puis la quantité toujours croissante de contenu qu'on consomme chaque jour. Puis, ça nous ramène un petit peu à notre idée de départ. En fait, le web, on l'aime, mais il peut aussi nous rendre méfiants, et même parfois stressés. Oui, on le voit, 81 des Canadiens disent aimer consulter le web pour se divertir ou s'inspirer. Moi, la première, là, j'adore, naviguer sur le web, au quotidien. Par contre, on a aussi, 66 des Canadiens qui nous disent: «Beh, quand je navigue sur une plateforme numérique, je suis très méfiant». On a aussi 28 qui nous disent: «Le web, c'est une source de stress pour moi». Et ces 2 données-là, le 66 le 28 c'est des données qui sont en hausse, par rapport à l'année dernière. Ces chiffres-là, ça nous montre l'importance d'être conscient, collectivement, en tant que marque, en tant qu'entreprise, de l'environnement dans lequel on prend la parole. Collectivement, on a tous un rôle à jouer pour, ne pas se surcharger, pas surstimuler, puis pas sous-estimer non plus, la charge mentale numérique là, qui pèse déjà, sur les utilisateurs. On le voit dans les données aussi. Chaque message compte, puis chaque intervention devrait venir ajouter quelque chose, pas juste occuper de l'espace. C'est vrai de manière générale, mais c'est particulièrement vrai quand il est question de collaborer aussi avec des influenceurs et avec des créateurs de contenu. Merci Amélie, ça introduit bien notre deuxième grande section de l'étude, donc les influenceurs et les créateurs de contenu. Ce qu'on voulait comprendre cette année, c'est qu'est-ce que les gens veulent voir comme contenu d'influence. Et ce qu'on va voir dans les prochaines slides, c'est que le contenu d'influence doit rester vrai et spontané, mais aussi, un peu comme on a vu là, dans la section précédente, servir un message, une utilité, une idée. D'abord, un point de repère assez important, les influenceurs et créateurs gardent leur pouvoir d'attraction. Cette année, c'est 39 des Canadiens qui disent suivre des créateurs sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même assez stable par rapport à l'année dernière. Les femmes préfèrent suivre les influenceurs et créateurs sur Instagram à 69 tandis que les hommes se tournent plutôt vers YouTube à 57 Ce sont d'ailleurs les deux plateformes qui sont en tête quand il est question de suivre des influenceurs. Mais TikTok est pas loin derrière, avec 36 des répondants qui y suivent des créateurs, des influenceurs, comparé à 27 l'année dernière. Comme on sonde les Canadiens sur leur perception quant à l'utilisation des influenceurs et des créateurs de contenu par les marques ou les entreprises, on voit que la perception est assez favorable. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment les perceptions, les proportions des répondants qui trouvent ça positif. Amélie, est-ce que ça veut dire que le reste trouve ça négatif? Pas du tout, Caroline. En fait, peu importe le groupe d'âge, les gens qui n'ont pas une opinion positive se rangent vraiment plutôt du côté de la neutralité. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment que l'opinion est neutre à positive. Et parmi tous les groupes d'âge, c'est une minorité là, qui vont avoir une opinion qui est plus favorable.
Donc, qu'est-ce que l'étude nous dit dans un sens, c'est que le risque, entre guillemets, d'impliquer des influenceurs ou des créateurs dans son plan de marketing est très faible. Personnellement, j'ai l'impression que c'est la bonne façon de le faire, qui soulève beaucoup de questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Ben oui, c'est un excellent point. Puis justement, ben, la prochaine slide va donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que les Canadiens préfèrent en matière de contenu créé par les influenceurs et les créateurs. On parlera pas de sujet ici dans le webinaire, mais plutôt de comment est-ce que le message est livré, présenté. Et bien, le message est assez clair. Les gens qui suivent des influenceurs et créateurs de contenu veulent que le contenu semble personnel, spontané, authentique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, les questions, la façon qu'on a posé, c'est vraiment est-ce que vous préférez ça ou ça. Donc, la réponse de gauche, la réponse de droite. Et ben, ce que ça révèle, c'est que 79% des Canadiens préfèrent du contenu sans lien commercial évident. 71% préfèrent quelqu'un qui s'adresse directement à la caméra. 66% veulent voir des gens qui leur ressemblent. Donc, justement, on pourrait penser à un influenceur ou un créateur de contenu. De plus petite envergure, je pourrais dire, j'ai plus tendance à m'identifier à quelqu'un qui a peut-être une moins grande communauté, moins d'abonnés par rapport à quelqu'un qui aurait des millions d'abonnés. C'est sûr que je relate un peu moins à ce genre de personnes-là. Et 60% préfèrent du contenu non scripté à une production trop léchée. Encore une fois, je trouve que c'est un excellent rappel pour les marques parce que ça veut dire que pour qu'un partenariat fonctionne, il doit sembler naturel et crédible. Et ça commence, oui, en choisissant les bons créateurs, mais surtout en leur laissant la liberté de s'exprimer avec leur propre ton, leurs propres expressions. Les influenceurs avec qui vous décidez de travailler connaissent super bien leur audience, puis c'est un peu pour ça qu'on les paye, ils veulent pas. Donc, il faut leur laisser cette flexibilité-là. Sinon, ben, on risque de se retrouver avec du contenu qui paraît trop mis en scène, trop publicitaire, puis là, ben, c'est là qu'on va perdre les gens. Là encore, on a une belle nouvelle pour les marques. Donc, oui, le contenu spontané séduit, comme on a vu à la slide précédente, mais le contenu soigné et informatif n'est pas loin derrière. Donc, même si 59% des répondants disent préférer des contenus courts, ça veut dire qu'il y a quand même un bon 41% qui préfèrent un contenu long, plus approfondi. Même chose pour le contenu divertissant, on est à 55% qui préfèrent le contenu divertissant versus le contenu éducatif à 45%. Donc, si vous décidez de faire un contenu éducatif, par exemple, VS un contenu divertissant, OK, dans le meilleur des mondes, vous réussissez à engager avec 45% de votre audience. C'est quand même intéressant. Donc, c'est rassurant, je trouve, de voir que les formats souvent perçus comme ayant plus de valeur par les marques, donc les contenus justement plus soignés, plus longs, plus informatifs, fonctionnent aussi bien auprès de toutes les générations. Boris, je te laisse la parole pour la prochaine section. Oui, merci Caroline. Oui, dans cette troisième section, on va s'intéresser à la relation entre les marques, leur audience et les médias sociaux. Cette année, on a voulu comprendre comment les marques peuvent réellement se démarquer dans un environnement où tout le monde est présent, mais pas toujours pertinent. Donc, il existe évidemment plusieurs façons d'y arriver, mais un constat fort de l'étude, c'est que de mettre de l'avant l'expertise et la voix de vos employés, ça permet de renforcer la crédibilité de votre marque et de créer une relation plus riche avec vos audiences. Oui, donc ici, plus de Canadiens suivent des marques et entreprises sur TikTok, ben, la progression est claire. En un an, on est passé de 17 à 23 et chez les 16-24 ans, c'est déjà 35 des Canadiens qui suivent des marques et entreprises sur TikTok. Cela dit, Instagram demeure la plateforme numéro un où les Canadiens suivent des marques, des entreprises, tous âges confondus. C'est le quartier général là, pour vous. C'est la base incontournable pour maximiser votre visibilité et votre engagement. Mais attention, là, c'est quand même intéressant. Là, avant de s'engager sur TikTok, il faut comprendre que TikTok, Instagram, là, ça ne repose pas sur les mêmes codes ni les mêmes réflexes. Qui fonctionnent sur Instagram, ben, ça ne se transpose pas automatiquement sur TikTok. Donc, je pense qu'il faut profiter là, de cette croissance-là pour évaluer si on veut aller sur TikTok, mais aussi, là, naturellement, penser à une stratégie propre et dédiée à cette plateforme-là une fois qu'on décide d'y aller. On veut entendre parler de la marque,
par la marque elle-même, surtout chez les 45 ans et plus. Ben, cet insight-là, il est intéressant parce qu'il nuance bien ce qu'on a vu dans les sections précédentes. Oui, le contenu d'influence fonctionne. Oui, le contenu spontané, humain et non commercial à la cote. Mais malgré tout, il y a quand même une majorité de Canadiens, 56%, qui préfèrent que l'information vienne directement de la marque ou de l'entreprise. Et cette préférence-là, ben, elle grimpe même jusqu'à 65% chez les 45 ans et plus. Donc, chez les plus jeunes, on remarque qu'ils sont plus ouverts aux messages d'une marque lorsqu'ils proviennent d'influenceurs, d'employés. Donc, au final, votre entreprise, elle n'a pas vraiment le choix, elle doit prendre parole. La question à se poser, c'est pour avoir une communication performante, il faut savoir ajuster le porteur du message, le ton, en fonction de votre audience. Puis clairement, il y a peut-être des choix à faire en fonction là, des segments d'audience et des âges de vos différents publics. L'expertise des employés intéresse votre audience. Ce qu'on apprend ici, c'est que vos employés ne sont pas seulement les visages pour illustrer votre culture interne, ils sont aussi hautement considérés par le public comme de véritables preneurs de parole. Donc, les résultats de l'étude le confirment. Là. Ce qui capte le plus l'attention, c'est quand un employé prend la parole sur un sujet lié à son expertise. Et ça, c'est 70% des répondants qui le disent. Viennent ensuite les contenus qui montrent la dynamique d'équipe, le parcours individuel d'un employé. Donc, autrement dit, là, donner la parole à vos employés, ça permet de répondre directement aux attentes des audiences qui veulent de plus en plus apprendre, comprendre, s'inspirer de contenus authentiques et concrets là, qui proviennent de la bouche de vos employés. La réalité, c'est que souvent, vous n'avez peut-être pas les ressources ou les employés disponibles pour créer ce type de contenu. On a des clients là, qui nous disent qu'ils aimeraient mettre leur équipe en avant sur les réseaux sociaux pour montrer leur expertise ou simplement rendre l'organisation plus humaine. Mais en pratique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, tout le monde, là, il n'est pas à l'aise devant la caméra. La qualité peut être inégale. Donc, le projet là, de production vidéo, il est sûrement peut-être remis à plus tard. C'est là qu'un contenu créé par des experts, ça peut être des collaborateurs externes, peut vraiment faire la différence. Donc, le message va rester pensé par la marque, mais il est livré d'une façon naturelle, claire et humaine par un expert, un créateur de contenu. Donc, si vous n'avez pas le temps ou la capacité de produire ce type de contenu-là à l'interne, sachez qu'il y a des créateurs indépendants, des agences qui peuvent être une excellente alternative. Ils sont à l'aise devant la caméra, ils maîtrisent les formats et les codes des plateformes, puis ils peuvent livrer là, un message authentique sans que ça paraisse trop commercial. Donc, ce type de contenu-là, là, ça demeure quand même un des moyens les plus efficaces là, pour créer la confiance, tout en gardant ça de manière simple, authentique là, sur les plateformes sociales. Oui, puis les exemples là, que vous voyez à l'écran en ce moment proviennent de deux projets qu'on a adoré faire dernièrement à l'agence. Les deux premiers exemples, par exemple, si on a travaillé ça avec le Port de Montréal, c'est une série d'une dizaine de reels informatifs et éducatifs par rapport, entre autres, aux activités du Port de Montréal. Donc, on s'occupait des capsules de A à Z, donc la suggestion thématique, les scripts, le tournage, le terrain, le montage, toujours en collaboration avec le client. Puis ça, ben, ça le fait justement. C'est comme un mélange entre, on voulait mettre de l'avant un peu qu'est-ce qui était le port, mais on n'avait pas nécessairement les employés ou le temps à l'interne de le faire. Donc, le Port de Montréal est venu vers nous pour ça et on a adoré. Prochaine section, c'est une petite section bonbons qui est pensée pour nos clients des secteurs municipaux, touristiques et communautaires. Ce sont des milieux où le contenu doit souvent informer, mobiliser ou sensibiliser. Dans un contexte où l'humour est très populaire sur les réseaux sociaux, on sait que c'est pas toutes les organisations qui sont à l'aise de l'inclure dans leur stratégie de contenu, soit qui sont pas rendus là, ou soit des fois le message, selon eux, est trop sérieux pour utiliser l'humour. Donc, nous, cette année, on a sondé les Canadiens sur leurs préférences en matière de tonalité et de format. Est-ce que c'est vrai qu'on doit absolument avoir de l'humour pour faire passer un message? Ici, on va vous présenter 3 mises en situation pour vous démontrer ça, mais dans le rapport qu'on fait que vous recevrez après le webinaire, là, il y en a une dizaine.
Donc, ce qui ressort de ces réponses-là, c'est qu'en général, le message peut être drôle, touchant ou engagé, mais jamais au détriment de la clarté, et ce, peu importe le format. On va commencer avec le tourisme. Donc, quand on demande aux Canadiens ce qu'ils préfèrent pour découvrir une ville qu'ils ne connaissent pas, ils sont 58% à préférer la vidéo courte qui présente rapidement des idées à faire dans la ville. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut plus lire de blogs? Pas du tout. 42%, c'est quand même c'est quand même important comme donnée. Moi, je pense que je fais partie du 42%. Justement, quand je planifie un voyage, dans les premières étapes, moi, mon réflexe, c'est justement d'aller voir les blogs. Fait que je pense que moi, je suis à l'inverse des gens d'habitude, parce que ce qu'on sait, c'est que souvent, dans un parcours d'inspiration, au début de l'entonnoir, c'est souvent la vidéo courte qui va attirer l'attention. Puis après ça, le blog va pouvoir aider à creuser plus loin, planifier. Donc, oui, la vidéo courte est super importante, mais le blog non plus n'est pas à négliger avec un 42% qui préfère ce médium-là. Côté municipal, pour être mis au courant d'une annonce citoyenne comme un message d'intérêt public, un message de sensibilisation ou de mobilisation, c'est quand même 73% des Canadiens qui préfèrent une annonce claire et directe. Donc, c'est énorme. C'est la priorité chez toutes les tranches d'âge, même les plus jeunes. Ceci étant dit, il y a quand même 39% des 16-24 ans qui préfèrent une annonce légère, humoristique. Donc, considérant qu'une municipalité doit souvent partager le même message à différentes tranches d'âge, c'est sûr que l'humour est définitivement à considérer dans les communications. Est-ce que ça serait d'avoir alors deux versions du message, donc une plus classique pour nos audiences un peu plus âgées et une plus humoristique pour nos audiences plus jeunes? Ou encore une seule version du message, mais le message clair et direct, mais peut-être partagé via un format plus léger. Ça, le format plus léger peut aussi agir d'humour un peu des fois. Là. Ça dépend comment on l'amène, évidemment. D'ailleurs, Caroline, on fait beaucoup de sondages pour les municipalités chez Léger. Puis on y voit souvent l'importance de varier les canaux selon les audiences, puis aussi beaucoup selon les sujets. Donc, nos données dans nos différentes études appuient qu'est-ce qu'on observe ici. On remarque que les plus jeunes aiment le ton plus léger des médias sociaux. On pense à des sujets comme les camps de jour pour les jeunes enfants, les activités sportives dans la municipalité, alors que les personnes plus âgées ont tendance à préférer l'infolettre classique de type bulletin municipal, si on veut, pour des communiqués sur les taxes, par exemple, des nouvelles en lien avec la politique, etc. Et effectivement, c'est vraiment un bon rappel parce que c'est une pratique qu'on voit encore beaucoup trop souvent, je pense, de publier le même message sur tous les canaux. Puis je pense que ça suffit plus en ce moment de juste adapter, tweaker un petit peu le message. Il faut vraiment avoir la réflexion, bon, est-ce que ce message-là, il a sa place à l'endroit où je suis en train de le publier? Donc, très intéressant. Merci, Amélie. Finalement, pour les fondations et le communautaire, donc on a voulu savoir quel serait le meilleur porte-parole pour parler d'un programme ou d'une initiative. Je veux dire que même si la question dans le sondage portait sur les programmes en général, on peut facilement l'extrapoler aux programmes et initiatives d'ordre social. Et ici, les avis sont partagés presque à parts égales. Donc, il y a quand même 52% qui préfèrent un contenu livré par un expert ou un porte-parole, avec des faits clairs, des explications structurées. Et de l'autre côté, 48% préfèrent un témoignage d'une personne comme eux, qui partage son expérience, son vécu. Donc, on pourrait penser, par exemple, à un influenceur ou un créateur de contenu. Alors, le choix de pencher vers l'un ou l'autre réside probablement plus dans l'angle qu'on souhaite prendre. Est-ce qu'on cherche à informer et rassurer? Dans ce cas-là, on irait peut-être avec l'expert, avec ses faits concrets. Ou est-ce qu'on cherche à susciter l'identification, l'émotion, l'engagement de la communauté? Donc, ici, on irait probablement avec la personne comme vous, donc un influenceur, un créateur de contenu. Là, on vient de voir beaucoup de données, beaucoup d'insights. Et comme je le disais au début, l'objectif de ce webinaire-là, et de l'étude en général, c'est vraiment que vous repartiez avec la donnée pour alimenter vos propres réflexions en fonction de votre marque, vos enjeux, vos réalités.
Cela dit, on le sait, parfois on manque de temps pour intégrer ces données dans sa stratégie. On a besoin d'un coup de main pour les interpréter. Donc, Boris, comment chez Léger Digital, est-ce qu'on peut accompagner les marques concrètement dans cette démarche? Oui, merci Caroline. Ben, je vais vous parler de deux services là, qui vous sont offerts par le G Digital, l'audit numérique et la voix des abonnés. Donc, avec l'audit numérique, là, on accompagne les entreprises qui souhaitent obtenir un diagnostic clair là, de votre présence et de vos actions sur le numérique. Donc, sur la base d'une compréhension de vos priorités, de vos objectifs d'affaires. On vient analyser l'ensemble de vos plateformes, sites web, médias sociaux, marketing par courriel, contenu, campagne immédiate de performance. Ensuite, on vient vous proposer des recommandations concrètes là, pour améliorer vos résultats puis orienter vos actions. Là. On aime aussi là, ajouter un module là, qui est tout un benchmark, là, où est-ce qu'on vient analyser là, la compétition puis des joueurs là, similaires à vous dans votre industrie. Donc, ça vous donne vraiment un beau plan de match là, pour avoir là, des recommandations tangibles là, pour la prochaine étape là, qui est la mise à jour de votre stratégie. La voix des abonnés, là, quant à elle, là, c'est un produit unique là, que nous avons développé en collaboration avec l'expertise recherche chez Léger. C'est une véritable étude. Là. C'est réalisé grâce à un sondage directement amplifié auprès de vos abonnés sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, c'est un moyen là, assez pratique là, pour comprendre les motivations, les attentes de vos abonnés face à votre organisation sur les médias sociaux. Puis ça va vous permettre là, d'avoir vraiment là, des insights là, super intéressants pour adapter vos piliers de contenu, tactiques d'engagement sur les médias sociaux, basés sur le feedback de votre gang, de votre communauté qui vous suit. Donc, n'hésitez pas à nous écrire là, à solution à commercial-léger360.com pour en savoir plus sur l'audit numérique, la voix des abonnés. Ça va faire plaisir là, de vous accompagner dans ce sens-là. Amélie, je te redonne la parole là, pour notre dernier module. Merci, Boris. Donc, on termine le webinaire avec un sujet qu'on ne peut pas ignorer cette année, celui de l'intelligence artificielle, notamment mon bon ami ChatGPT. C'est la grande conversation du moment là, dans tous les milieux, je pense. Puis, Léger ne fait pas exception à la règle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate dans les prochaines diapositives? C'est que l'intelligence artificielle gagne du terrain comme porte d'entrée vers le web pour les jeunes. Alors que Google, les moteurs de recherche continuent quand même d'être la porte d'entrée pour les personnes plus âgées, mais voyons ça un petit peu plus en détail. Donc, les Canadiens adoptent rapidement l'IA comme premier réflexe pour s'informer. Ici, dans le sondage, c'est assez simple. On demande aux gens, c'est quoi votre premier réflexe de manière très directe pour trouver de l'information en ligne? Est-ce que c'est les moteurs de recherche ou est-ce que c'est les outils d'IA comme ChatGPT, par exemple, pour trouver votre information? L'année dernière, on a 5 des Canadiens qui nous disaient moi, l'IA est mon premier réflexe avant les moteurs de recherche. Cette année, on est à 12 des Canadiens qui se tournent d'abord, avant même les moteurs de recherche, vers l'intelligence artificielle. Puis cette donnée-là, quand on regarde précisément là, nos 16 à 24 ans, c'est encore plus fort. On est à 26 des 16-24 ans présentement qui se tournent vers l'IA avant les moteurs de recherche. On était à 16 l'année dernière. Donc, définitivement, si la tendance se maintient, on voit l'IA prendre de plus en plus de place comme porte d'entrée vers l'information en ligne. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais assurément partie de ces 12 %-là. C'est peut-être un peu une question de paresse aussi, mais maintenant, quand j'ai une question, je ne fais pas nécessairement l'effort là, d'aller regarder sur Google. Mon premier réflexe, ça va être de dire, bon, je vais demander à ChatGPT, bien avant de me dire, je vais aller googler ça, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, ici, on parle vraiment de l'IA comme premier réflexe pour s'informer. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est plutôt la fréquence d'utilisation. Donc, on voit qu'il y a 36 des Canadiens qui utilisent maintenant les outils d'intelligence artificielle au moins une fois par semaine. Euh, Chez les 16-24 ans, c'est encore vraiment plus élevé, là, c'est 67 ce qui est énorme. Mais en parallèle, on voit quand même que l'utilisation des moteurs de recherche reste très élevée, à 95 Donc, la quasi-majorité des Canadiens là, qui les utilisent toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que l'intelligence artificielle s'ajoute aux pratiques existantes, mais elle ne vient pas nécessairement les remplacer. C'est un outil qui est encore complémentaire, puis
Comme je vous parlais tout à l'heure, d'être assuré que les gens se méfient et ne prennent pas tout pour acquis sur le web, ben, c'est rassurant aussi de voir que les Canadiens ne prennent pas la première réponse venue sur les outils d'IA pour acquise. Ils continuent de chercher ailleurs, de comparer. Puis ça montre aussi que les moteurs de recherche gardent un rôle, si on veut, de référence. Puis l'intelligence artificielle devient un peu un point de départ rapide de paresse là, pour avoir une vue d'ensemble. Puis après, on va chercher de manière plus précise, disons. D'ailleurs, moi personnellement, après avoir demandé à ChatGPT, disons un itinéraire de voyage ou des recommandations, bien, ma deuxième étape, c'est souvent de googler pour aller lire des avis de vrais humains et s'assurer que ChatGPT n'a pas inventé des choses pour me faire plaisir. Puis, dans le même ordre d'idée, on constate aussi que la confiance envers l'intelligence artificielle progresse, mais pas nécessairement au même rythme que son utilisation. Donc, on voit que 45 des Canadiens disent avoir une perception qui est positive de l'intelligence artificielle. C'est en hausse, pas dans la même mesure que l'utilisation, mais quand même, ça devient de plus en plus favorable. 38 quand même qui disent en avoir une perception négative et 17 qui sont encore incertains, donc qui ne se sont pas nécessairement prononcés. Donc, ça prouve encore que les gens demeurent assez prudents et critiques quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, pour terminer cette section-là, au-delà de l'utilisation, on a demandé aux Canadiens qui utilisent des outils d'IA, qu'est-ce qu'ils font concrètement avec ces outils-là? Puis, les réponses se regroupent, je dirais, en 3 grandes utilisations, apprendre, créer et faciliter. Donc, premièrement, apprendre et s'informer. 37 l'utilisent pour obtenir des explications sur des sujets complexes, 24 pour résumer des documents ou des articles. Deuxième usage, on est vraiment au niveau de la création. On parle ici de rédaction de texte, de courriel, génération d'idées créatives, génération d'images ou de visuels. Donc, peut-être que ChatGPT va trouver la thématique de votre prochain party. À suivre, on est plus sur la créativité. Et finalement, faciliter. Donc, faciliter le quotidien, aider à la prise de décision. On pense à corriger, traduire des textes ou des courriels, comparer des produits et services. Encore une fois, on peut penser à des produits et services plus complexes, par exemple, comme des produits d'assurance, des produits financiers. Où est-ce que ça peut être utile? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une marque? Ben, les outils d'intelligence artificielle font un peu qu'est-ce qu'un humain ferait dans un sens. Donc, ils vont aller puiser leur information dans qu'est-ce qu'ils trouvent en ligne. Ça veut dire que la clarté des messages, la qualité des contenus, la présence numérique et tout ce qui est référencement SEO d'une marque peuvent directement influencer qu'est-ce qui va être généré par l'intelligence artificielle ou même qu'est-ce qui va être recommandé par notre ami ChatGPT. Merci Amélie, je la trouve super intéressante cette section-là parce que, ben, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment le sujet de l'heure, je pense, cette année. Puis je suis vraiment contente qu'on soit en mesure d'ajouter quelques insights là-dessus dans notre webinaire. On a passé les 5 sections et s'il y a 4 choses à retenir de ce webinaire-là, de cette étude-là pour le moment, ça serait celle-ci. Donc, comme on vient de voir un peu, TikTok et l'IA deviennent de véritables réflexes de recherche, surtout chez les plus jeunes. L'engagement nous migre vers les DM, donc les messages privés, surtout sur Instagram. Le web est une source de stress. On y va pour se divertir, c'est sûr, on l'aime beaucoup, mais il y a quand même une bonne partie des utilisateurs qui ressentent une fatigue, une surcharge. Donc, en tant que marque, on a vraiment la responsabilité d'éviter de faire du bruit pour rien. Et finalement, ben, la frontière entre le vrai et le faux est plus floue que jamais. Donc, la transparence, la crédibilité sont encore plus essentielles dans votre contenu. Boris, on a une belle nouveauté cette année pour les gens qui sont avec nous. Peux-tu en parler un petit peu? Absolument. Donc, cette année, on a vraiment une super nouveauté, c'est Léon. Léon, c'est votre assistant IA conversationnel conçu pour vous aider à explorer l'ensemble de l'étude DGTL 2026 ainsi que celle de l'édition précédente. Donc, c'est un outil qu'on a développé pour vous, qui est complémentaire au rapport de recherche traditionnel. Léon, là, va vous aider va vous donner des réponses rapides, précises, personnalisées, là. Il va vous faire gagner du temps.
Donc, à droite, vous avez une petite vidéo là, qui illustre concrètement son fonctionnement. Par exemple, vous pouvez lui demander quelles plateformes sont les plus utilisées par les hommes de 25 à 44 ans. Vous pouvez aussi lui demander quel type de contenu rejoint le plus les Canadiens ou plus spécifiquement les Ontariens. Il va vous répondre clairement avec la source même là, au niveau des études de cette année ou de l'année précédente. Donc, c'est un outil là, basé sur l'IA, gratuit, accessible maintenant. On vous invite à l'utiliser et d'y revenir là, tout au courant de l'année là, pour venir approfondir des tendances ou valider des informations. Donc, c'est notre cadeau. Il est disponible dès maintenant. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire une invitation par courriel pour télécharger l'étude, mais aussi les instructions afin d'utiliser Léon. Donc, voilà, ça nous fait plaisir et on vous invite à l'utiliser. Merci beaucoup, Boris. Ce qui nous amène maintenant à la période de questions. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de tout faire, donc je vais peut-être en choisir au hasard. Laissez-moi un petit instant. Oui, je vois qu'il y a quelques questions concernant notre nomenclature. Donc, pourquoi on présente des données 2026? Ne devrait-on pas avoir des données 2024 et 2025? C'est un choix créatif ou stratégique, si je peux dire. Au fond, toutes les données sont récoltées cette année, mais nous, comment qu'on l'a pensé, c'est en prévision de vos stratégies à venir. Donc, souvent, on prépare nos stratégies d'avance. Donc, c'est pour ça que cette année, on l'a nommé 2026. Et bon, même chose pour l'année dernière, c'est 2025 et ainsi de suite. TikTok devient de plus en plus un outil pour apprendre. Selon vous, quel type d'industrie ou d'entreprise peut faire du contenu de ce genre? Je vais y aller avec la réponse. Honnêtement, je pense que n'importe quelle marque peut créer du contenu éducatif sur TikTok. Les gens, au final, sont super curieux. Ils veulent savoir comment les choses sont faites. Ils veulent savoir comment elles fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, comment elles fonctionnent, pardon. Puis, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Une marque de beauté pourrait, par exemple, montrer le processus de fabrication des ingrédients ou montrer la formule, en fait. Puis un service public pourrait, par exemple, parler d'un fonctionnement d'un service municipal. La gestion des déchets, le traitement de l'eau, le déneigement, etc., etc. Donc, je pense vraiment que n'importe quelle marque peut faire du contenu éducatif sur TikTok en mode micro-apprentissage, si je peux dire. Allez-vous fournir les données d'utilisation d'Instagram par tranche d'âge comme fait pour Facebook et TikTok? Amélie, je te laisserai répondre à cette question. Oui, dans le rapport détaillé, Caroline, on a les résultats par tranche d'âge. Puis aussi, c'est une belle question à poser à Léon. Si on veut creuser un petit peu plus, il va pouvoir vous donner les détails en ce sens-là. Tout à fait. Léon est vraiment, il va vraiment être votre copilote cette année pour naviguer toutes les données de l'étude. Donc, il y en a vraiment qu'on a présenté, toutes les données qu'on a présentées aujourd'hui dans le webinaire, mais aussi des dizaines et des dizaines d'autres. Est-ce que les plateformes comme, je parle la question, est-ce que les plateformes de podcast, exemple Spotify, fait aussi partie de l'étude? Je vais répondre. Amélie, tu peux peut-être compléter. On a quelques questions pour lesquelles Spotify, les podcasts, en fait, faisaient partie des choix. Mais on n'a pas de données, on n'est pas allé autant en profondeur que les plateformes de réseaux sociaux. Tout à fait. Caroline, on mesure quand même là, la fréquence à laquelle les gens vont écouter de la musique en streaming, sur Spotify, à laquelle ils vont écouter des podcasts aussi. C'est des comportements numériques qui sont stables par rapport à l'année dernière. Ici, est-ce que le ton doit être adapté à la plateforme? Absolument.
c'est pas les mêmes personnes qui vont visiter les mêmes plateformes. Donc, comme on l'a vu, évidemment, les 16-24 sont plus attirés normalement par TikTok. Là, je fais rapidement, là, puis les 45 ans et plus, ça va être sur Facebook. Fait que c'est ça qu'il faut adapter. Oui, le ton, mais aussi le message. On va pas publier vraiment pas la même chose sur Facebook que sur Instagram parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes affinités. Sur Instagram, avec les interactions qui se déplacent vers les messages privés, comment les marques peuvent-elles créer du contenu qui se partage? Euh, Bonne question. Je pense que pour que le contenu soit partagé en message privé, il doit évoquer des situations relatable, donc auxquelles on peut s'identifier. Les gens partagent un peu ce qui les fait rire, ce qui les fait réfléchir. Si je pense à quelqu'un, je vais peut-être vouloir le partager à cette personne-là. Fait que c'est vraiment ce genre de situation-là. Donc, c'est pas un one size fits all, évidemment, ça dépend beaucoup de votre audience. Puis moi, ce que je dirais, c'est que plusieurs de nos contenus qu'on fait à l'agence, plusieurs de nos contenus les plus performants, en fait, ont été créés en pensant à quelqu'un en particulier, donc un ami, un collègue, un parent. Donc moi, je me dis, si ce contenu-là, je vis cette situation-là avec un de mes amis, ben peut-être qu'il y a une bonne proportion de gens qui me ressemblent comme moi, qui est peut-être mon audience, qui va s'identifier à cette situation-là, à ce contenu-là, puis qui va réagir. Donc, c'est vraiment d'aller trouver ces situations-là auxquelles on peut s'identifier. Avez-vous des données sur les plateformes préférées des Canadiens pour voir de la publicité? TV, radio, méta, autres. Amélie, j'ai un petit blanc par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on sonde sur la publicité. On n'a pas demandé directement aux gens, non, sur quelle plateforme ils préfèrent voir de la publicité. C'est possible que si on leur demande comme ça, ils diraient nulle part. Donc, souvent, c'est un petit peu inconscient à ce niveau-là. C'est intéressant, par contre, de se référer aux crédibilités des sources de contenu selon qu'est-ce qu'on veut communiquer, selon le message qu'on souhaite partager. Puis, au niveau des collaborations aussi avec des influenceurs, des créateurs, on voit différents types d'influenceurs, de créateurs que les gens suivent selon les groupes d'âge, par exemple, qui peuvent nous orienter. Ici, j'ai une question concernant l'IA. Boris, je t'enverrai cette question-là. L'IA prend-elle ces informations uniquement des informations sur le web ou elle puise aussi dans le social SEO? Ouais, donc l'IA prend ces informations du web aussi. Elle a aussi, là, elle collecte aussi de l'information, là, puis elle a sa propre base, là, je dirais, de données. Mais ce que ça m'amène à dire, c'est qu'il y a vraiment un défi, je pense, puis une opportunité pour les marques de revoir puis d'optimiser votre SEO. Parce que oui, vous voulez être bien référencé, bien présent sur Google. Mais là, il y a aussi le défi d'être bien référencé et présent dans les outils comme ChatGPT. Car on l'a vu dans l'étude, la porte vers l'information est de plus en plus ces outils-là basés sur l'IA. Donc, si vous avez un bon référencement SEO, good job. Euh, il y a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Il y a des bonnes chances que vous soyez bien référencé dans des outils comme ChatGPT. Mais on sait il y a quand même des best practices pour avoir un meilleur positionnement, référencement dans l'IA. Par exemple, vous assurer que vous avez du contenu en format conversationnel. Une des manières de l'avoir, c'est d'intégrer, lorsque c'est possible, par exemple, des sections FAQ dans votre site web ou est-ce que vous avez du contenu qui parle de votre produit de manière naturelle et conversationnelle? Assurer d'avoir aussi la bonne crédibilité, donc avoir des backlinks là, et des liens provenant de d'autres sources crédibles. Même chose que dans les SEO. Donc, on invite nos clients là, à vraiment là, porter attention au référencement dans les moteurs d'IA. C'est quelque chose de plus en plus important.
Je vais prendre une dernière question. En fait, il y a plusieurs questions concernant est-ce que les données sont disponibles pour le Québec seulement? Est-ce qu'il y a des différences entre les réponses données par les Québécois versus le reste du Canada? Donc, oui, dans le rapport complet là, que vous allez recevoir après ce webinaire-là dans la journée, vous allez avoir souvent des comparaisons Québec-Canada, en fait, par province. Et encore plus avec Léon. Donc, avec Léon, comme Boris l'a présenté tantôt, vous allez pouvoir écrire votre question. Bon, quelle est la proportion de Québécois sur Instagram? Quelle est la proportion de Saskatchewanais sur TikTok, etc., etc. Donc, oui, on sent vraiment on fait vraiment la distinction des fois entre les différentes provinces. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Un grand merci de vous être joints à nous. On espère vraiment que les données partagées, les insights partagés vous auront donné matière à réflexion pour vos prochaines stratégies. Petit rappel avant de vous laisser, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais vous allez recevoir plus tard aujourd'hui un courriel avec le lien pour télécharger le rapport complet de l'étude, le lien pour revoir le webinaire et un accès à Léon pour notre agent conversationnel là, pour explorer les centaines de données de l'étude plus en détail. Encore merci et si vous avez besoin d'aide avec vos stratégies marketing, votre contenu, vos communications, n'hésitez surtout pas à nous contacter.